Viking, rien que ce mot incarne l'aventure et la férocité. Les Vikings, dansaient que sans être les plus avancés technologiquement, ont exploré plus de régions que la plupart des autres peuples. L'esprit viking les poussait sans cesse à aller au-delà de l'horizon suivant. Originaires de Scandinavie, les Vikings ont navigué sur rivières et mers. Ils sont allés vers l'est jusqu'en Russie, atteignant Constantinople et Bagdad. Vers l'ouest, ils ont attaqué les côtes de l'Europe et créé des colonies en Écosse, en Angleterre, en Irlande et en France. Les Vikings ont exploré la Méditerranée, attaquant l'Italie et les territoires musulmans en Espagne et en Afrique du Nord. Le plus remarquable, c'est que les Vikings ont traversé l'Atlantique et fondé des bases en Islande et au Groenland. Ils ont même exploré l'Amérique du Nord des siècles avant les expéditions de Christophe Colomb. Les 1e et 10e siècles ont été en des temps périlleux, et c'est sur fond d'empires en plein essor et en déclin que les Vikings se sont aventurés. Pour la plupart des peuples, les Vikings étaient trop terrifiants. La vue de leurs dracars à tête de dragon à l'horizon semait la terreur chez beaucoup. Un villageois, les anglo-saxons des îles britanniques, les francs carolingiens et même les musulmans de Cordoue ont tous combattu les pillards vikings, et tous ont été choqués par la rapidité et l'audace de leur attaque. Cependant, tous les Vikings n'étaient pas violents. Beaucoup étaient à la marchands ou colons. Ils commerçaient de Bagdad à l'Angleterre et s'alliaient aux dirigeants locaux. Un groupe de Vikings a notamment intégré la garde du corps des grands empereurs byzantins. Les Vikings étaient d'excellents métallurgistes et artisans. Leurs dracars restent impressionnants à ce jour. Pour chaque Viking qui rentrait chez lui, riche de butin. Beaucoup d'autres mouraient au combat, périssaient de maladies dans des camps militaires insalubres ou se noyaient lors de violentes tempêtes en mer. Ces hommes risquèrent tout pour la terre, la richesse, la renommée, valorisant surtout le courage. La religion nordique contrastait fortement avec le monothéisme du christianisme et de l'islam, qui insistait sur la soumission à l'être suprême et l'évitement du péché. Les dieux vikings étaient des guerriers divins, et la vie était un concours de vaillance. Pour les Nordiques, un immense frêne nommé Yggdrasil se trouvait au cœur de l'univers. Les branches d'Yggdrasil s'étendaient à travers les cieux, liant ensemble les royaumes des dieux. Les géants du givre, les géants du feu, les elfes, les nains, les hommes et le monde souterrain. À l'aube de la création, Odin et les premiers dieux ont tué le géant Ymir. Les dieux ont formé le monde comme un immense cercle plat, divisé en 3 régions, chacune avec ses propres habitants, mais toutes centrées autour du noyau d'Yggdrasil. Les géants furent bannis à Jotunheim, où ils ourdirent leur vengeance après la mort d'Ymir. À partir des cils d'Ymir, les dieux construisirent une grande forteresse pour tenir les géants à distance, formant ainsi le royaume du milieu appelé Midgard. En marchant le long du rivage primordial, Odin et ses frères tombèrent sur 2 bûches échouées par la mer. Ils façonnèrent Ask et Embla, premiers humains, et donnèrent Midgard comme demeure à l'homme. Pour eux-mêmes, ils prirent le domaine central, le royaume céleste d'Asgard, demeure des As. Asgard révèle beaucoup sur les attitudes des Vikings. Asgard était la grande salle d'un roi guerrier céleste, un lieu où les dieux festoyaient et tenaient leur cour. Depuis son grand trône, Odin surveillait l'univers tout entier. Comme les chefs qui l'honoraient, Odin présidait à sa propre maisonnée de guerriers. Les Einherjar, les plus braves guerriers morts au combat. Ils demeuraient au Valhalla, la demeure d'Odin, la maison des morts. Grande salle dorée avec des lances comme poutres et un toit de boucliers et armures. Chaque matin, les Einherjar sortaient pour combattre et mourir dans de grandes batailles. Le soir, guéris par magie, ils retournaient pendant festoyer au Valhalla avant de repartir en guerre. Le lendemain, les Einherjar étaient servis par les Valkyries, de magnifiques esprits féminins vêtus d'armure. Sur ordre d'Odin, les Valkyries descendaient sur les champs de bataille de la terre pour conduire les plus braves des morts au Valhalla. Le courage offrait à un viking une place au sein de la demeure d'Odin. Pour les Nordiques, Odin, en particulier, était associé à la sagesse. Ses dons à l'homme étaient les runes, la poésie et la prophétie. Odin lui-même était infatigable dans sa quête de sagesse. Une fois, il s'est laissé pendre à Yggdrasil pendant 9 jours pour découvrir les secrets des runes.
Cependant, le dieu le plus populaire était Thor, le fils d'Odin, dieu du tonnerre, qui protégeait les hommes des géants avec son marteau magique. De petits marteaux de Thor étaient remportés comme amulettes protectrices par les voyageurs. Parmi les déesses, Frigg, épouse de Thor, était souvent invoquée par les femmes lors de l'accouchement, tout comme Freyja, déesse de l'amour, beauté et fertilité. La localisation de Midgard illustre la vision nordique où l'humanité se situe entre l'ordre divin et le chaos d'Utgard, le monde extérieur. Entre Midgard et Utgard s'étendait la mer, habitée par un immense serpent qui encerclait le monde et le maintenait uni en se mordant la queue. Les hauteurs d'Yggdrasil touchaient le ciel et ses racines plongeaient dans le puits d'Urd où les dieux se réunissaient dans. Yggdrasil symbolisait la nature cyclique de la vie, puisant l'eau du puits et la répandant à travers le cosmos. L'univers d'Asgard, de Midgard et d'Utgard, avec Yggdrasil en son centre, reflète la conception nordique de leur propre société. Au centre se trouvait la ferme entourée de terres cultivées, avec une nature sauvage et dangereuse au-delà. Bien qu'Utgard soit chaotique et effrayant, on comprenait qu'il contenait la matière élémentaire nécessaire à la création et à la découverte de la sagesse. Ainsi, les Vikings quittaient là le Midgard de leur foyer pour s'aventurer dans le chaos lointain des mers, avides de découvertes. Une famille nordique cultivait près de sa maison un arbre-maison, un noyau symbolique représentant Yggdrasil ainsi que la stabilité et la centralité du foyer. L'historien Robert Ferguson écrit « Quoi qu'il en soit, le paganisme nordique n'était pas l'absence d'une culture. Âge des Vikings. Les Scandinaves avaient leur propre cosmologie, leur propre astronomie, leur propre dieu, leur propre structure sociale, leur propre forme de gouvernement et leur propre conception de la meilleure façon de vivre et de mourir. Au 8e siècle, la Scandinavie connaissait de grands changements et une forte croissance. Et cela allait produire une explosion d'activités, y compris les incroyables voyages maritimes qui allaient donc définir les siècles vikings. Dès qu'il est devenu roi des Saxons de l'Ouest, Alfred le Grand a été confronté à la menace mortelle des Vikings. Mais Alfred possédait une grande expérience de commandant, ayant combattu avec son frère, feu le roi Athelred. De plus, Alfred a été tourmenté toute sa vie par une infirmité médicale décrite par l'ami et biographe du roi, l'évêque Acer. Aujourd'hui, les historiens pensent que cela pourrait avoir été le cas. La maladie de Crohn, une maladie chronique qui peut entrer en rémission pendant de longues périodes, mais qui est terriblement douloureuse lors des poussées. Malgré cette maladie, Alfred était un souverain très actif et consciencieux. Cette condition ne l'a pas empêché d'avoir des enfants. Johanna Harman estime que la première enfant et fille aînée d'Alfred, Athelflaed, est née à cette époque, vers 870. Alfred le Grand fut couronné lors d'une période de grands bouleversements. Pour les Anglais de l'époque, cela devait ressembler à la fin des temps. Les Vikings avaient détruit tous les royaumes anglo-saxons de Grande-Bretagne, sauf 2. Des rois avaient été martyrisés, des maisons de Dieu avaient été dépouillées, des monastères laissés en ruine. Le commerce florissant du 8e siècle s'était effondré. Le niveau d'instruction était au plus bas. Alfred se plaindrait plus tard qu'au sud de la Humber, il ne restait presque plus de prêtres lettrés. Un mois après son accession au trône en 871, Alfred le Grand affronta 2 armées vikings près de Wilton. La coalition viking était redoutable grâce au renfort de la grande armée d'été. Les anglo-saxons furent vaincus lors de cet affrontement. Et Alfred comprit qu'il devait acheter la paix aux envahisseurs pour protéger son royaume. C'était une solution ancienne, mais jamais permanente, face aux attaques vikings. Cela ne faisait souvent qu'attiser davantage l'hostilité et, de plus en plus, Alfred n'était plus en mesure de maintenir cette politique financièrement ruineuse. Les domaines du roi eux-mêmes ne pouvaient pas produire le Dangeld, il fallait donc le prélever auprès du peuple du Wessex et des domaines de l'Église. L'année suivante, la grande armée païenne prit des mesures pour consolider ses gains. Dirigés par le chef viking Halfdan, ils se sont installés en Mercie, où ils fondèrent leur base à Repton. Pendant le bail vers 873-874,
La Northumbrie et l'Est Anglie étaient déjà sous leur contrôle. Autrefois, le Wessex avait aidé la Mercie, mais pas cette fois. Les Merciens étaient bien impuissants face aux Danois. Le roi Bergrid et sa femme ont été déposés et sont partis en exil. Bergrid s'est enfui à Rome où il est mort l'année suivante. Sa femme, la propre sœur du roi Alfred, a terminé ses jours dans un couvent. Jamais plus un roi indépendant ne régnerait sur la Mercie. Les Danois ont plutôt installé leurs propres dirigeants fantoches. L'année suivante, l'armée danoise s'est divisée. Halfdan a marché vers le nord pour consolider son pouvoir en Northumbrie. La chronique anglo-saxonne indique simplement que Halfdan a partagé les terres des Northumbriens et qu'ils ont commencé à labourer et à subvenir à leurs besoins. Ce passage a suscité de nombreux débats. Les Vikings se sont-ils emparés des terres des habitants ou ont-ils acheté des domaines aux seigneurs locaux, avec le trésor qui alourdissait désormais leur coffre Mosellan? Quoi qu'il en soit, il est clair que la troupe de Halfdan s'est installée à York comme résidence permanente. Ici, la terre était fertile et sans opposition. C'était un endroit idéal pour ces aventuriers danois, afin de s'installer et de prendre racine. Les noms de lieux de la région aujourd'hui indiquent le mélange des langues scandinaves et anglo-saxonnes. À mesure que les anciens pillards devenaient agriculteurs, il existait aussi des échanges, parfois de la coopération et du commerce entre les peuples. Les Vikings épousaient pour la population locale, et il n'y avait pas que des guerriers arrivant de la patrie scandinave. Des preuves montrent que les Danois emmenaient aussi leurs femmes. Un autre signe que les Vikings s'installaient comme agriculteurs et n'agissaient pas plus simplement comme des pillards. Pendant ce temps, l'armée d'été dirigée par Guthrum est restée en Mercie et a établi sa base à Cambridge pour l'année. Les ambitions de Guthrum étaient désormais tournées vers le dernier territoire non conquis d'Angleterre, le Wessex. En 876, l'armée de Guthrum est entrée dans le royaume. Ils ont esquivé l'armée d'Alfred et pris Wareham, Dorset. Alfred a d'abord assiégé l'ennemi dans leur forteresse. Il a été forcé de se retirer lorsqu'il a appris qu'une grande flotte viking longeait la côte du Wessex dans l'intention de renforcer Guthrum. Une fois de plus, le roi a dû négocier. Guthrum a juré de quitter le Wessex et a donné des otages en garantie. Cette fois, cependant, Alfred voulait une garantie plus forte. Guthrum a accepté de prêter serment sur un anneau sacré. C'était une pratique solennelle chez les Vikings, et l'anneau utilisé à cette occasion a été identifié comme un anneau de Thor. Un large bracelet en or porté au bras du chef, utilisé par les Danois eux-mêmes lors de l'échange de serments. Néanmoins, les efforts d'Alfred pour faire appel à la piété viking se sont révélés inutiles. Guthrum n'a pas respecté son vœu. Peut-être que le chef viking suivait les conseils d'Odin issus des paroles du haut. Si tu ne fais pas confiance à un homme, mais que tu ne veux rien d'autre que du bien de sa part, parle-lui honnêtement, mais pense de façon trompeuse. Guthrum et ses hommes ont tué leurs otages saxons de l'Ouest, puis se sont enfuis de nuit vers Exeter. La flotte mentionnée plus tôt fut détruite lors d'une tempête près de Swanage. Cela entraîna la perte d'environ 120 grands navires, un coup dur pour les efforts de Guthrum. Après la tempête, Alfred et ses troupes campèrent devant Exeter. Le roi refusa d'attaquer la ville pour déloger les envahisseurs. Mais les Saxons étaient là bien positionnés et Guthrum ne put pas ravitailler son armée. Une fois de plus, les deux camps trouvèrent un accord. Après plus d'un an à terroriser le Wessex, Guthrum se retira en août 877. Pendant ce temps, le mécontentement croissait chez les Saxons de l'Ouest. Beaucoup étaient frustrés par la manière dont Alfred gérait la menace viking. L'archevêque de Cantorbéry écrivit au pape pour se plaindre de la pratique du roi de payer les Danois. Récemment, certains historiens ont suggéré que des membres de haut rang de la noblesse saxonne de l'Ouest auraient même tenté de déposer Alfred. C'est sans doute pourquoi le royaume était si mal préparé lors de la nouvelle attaque de Guthrum. Le roi célébrait Noël à Chippenham lorsque les Danois arrivèrent et commencèrent à semer le chaos. Les Vikings avaient exécuté la manœuvre brillamment, obtenant un effet de surprise totale.
Et si, en fait, le régime d'Alfred s'effondrait et qu'un coup d'État était en cours, cela aurait rendu le roi et son cercle rapprochés encore plus vulnérables. La surprise de l'attaque, ainsi que la révolte possible de la noblesse ouest-saxonne, ne laissa à Alfred d'autre choix que de se replier dans la forêt. Avec sa famille et sa suite personnelle de guerriers et de fidèles, Alfred entreprit le difficile voyage à travers les bois du Somerset. Lui et ses compagnons furent réduits à vivre de ce qu'ils pouvaient glaner et chasser. Pendant les rudes mois d'hiver, ils vécurent comme des fugitifs. Assez décrit le chaos quasi total de cette période. Les Vikings, par la force, ont forcé de nombreux Saxons à s'exiler outre-mer, poussés par la pauvreté et la peur. Et presque tous les habitants de cette région se soumirent à leur autorité. Alfred était déterminé à se relever de cette défaite. Après Pâques 878, Alfred bâtit une forteresse à Athelney dans les marais du Somerset. Depuis cet endroit, il envoyait des missions de renseignement, essayant de ranimer le moral de son peuple et de découvrir qui répondrait à son appel contre l'ennemi. Il envoya également des groupes de guerriers mener des attaques éclairs contre les Vikings, qui n'étaient pas assez nombreux pour contrôler l'ensemble du territoire. En mai 878, alors que le printemps reverdit le monde, Alfred quitta Athelney pour rejoindre la pierre d'Egbert, à l'est de Selwood, dans une grande forêt. Là, le roi retrouva les forces du comté sur lesquelles il pouvait encore compter. Acer décrit le soulagement des Saxons de l'Ouest à la vue de leur roi. Le désespoir s'était largement répandu au Wessex. Mais voilà qu'Alfred était vivant et rassemblait ses hommes pour riposter. Son intelligence intacte, son armée rassemblée, Alfred agit avec détermination. Le roi partit en marche avec ses hommes. Guthrum, un excellent commandant à part entière, était bien conscient des mouvements d'Alfred. Le chef viking prépara ses propres forces pour faire face à la contre-offensive des Saxons de l'Ouest. C'est Guthrum qui choisit le site de la bataille, positionnant ses forces au sommet d'une colline entourée de fossés. Cela obligerait Alfred à combattre en montant la pente et empêcherait également les Vikings d'être débordés sur les flancs. Les Saxons de l'Ouest arrivèrent alors à Edington dans le Wiltshire. Là, ils rencontrèrent Guthrum et son armée viking. La bataille commença. Joanna Armin écrit que, malgré les représentations à la télévision, les Saxons et les Vikings utilisaient certainement des armes et des équipements similaires. De grands boucliers ronds avec des humbos en métal étaient tenus devant pour former un mur, espérons-le, impénétrable. Les épées étaient des armes de haut statut, possédées uniquement par les très riches. La plupart des hommes utilisaient une longue lance, frappant par-dessus le mur de boucliers dans le but de percer les rangs ennemis. Quand les murs de boucliers s'affrontaient, les deux camps se taillaient et se poignardaient cherchant à exploiter les failles adverses. Assez décrit l'affrontement. Le lendemain matin, Alfred déplaça ses troupes et arriva à Edington. Il combattit avec acharnement derrière un mur de boucliers contre toute l'armée viking et persévéra longtemps. Il gagna finalement grâce à la volonté de Dieu. Il anéantit les Vikings dans un grand massacre et poursuivit ceux qui fuyaient jusqu'à la forteresse, les taillant en pièces. Max Adams affirme que les atouts d'Alfred étaient de diriger une armée défendant sa patrie et sa supériorité tactique. La guerre en rose campagne anglo-saxonne face à une force d'assaut maritime. Affûté à la perfection dans l'art du raid, Alfred poursuivit les Danois vaincus jusqu'à leur forteresse à Chippenham. Les Saxons de l'Ouest s'emparèrent du bétail ennemi et s'installèrent pour un siège. Après 15 jours, les Vikings capitulèrent. Guthrum se rendit entièrement aux conditions d'Alfred. Les Vikings donnèrent sur des otages. Alfred n'en donna aucun. Les envahisseurs promirent également d'évacuer le Wessex immédiatement. Les conditions furent scellées 3 semaines plus tard près d'Athelney, lorsque Guthrum et ses principaux hommes se soumirent au baptême en tant que chrétiens. Pour les Saxons de l'Ouest, la cérémonie symbolisait clairement le triomphe du christianisme sur le paganisme danois. C'était un tournant dramatique. Assez nous dit que jamais auparavant les Vikings n'avaient en fait une telle capitulation. Le triomphe d'Alfred à Edington n'a rien accompli de moins que le salut de son royaume.
Il avait été sur le point de tout perdre, mais cette victoire a rétabli sa position. Sans aucun doute, Alfred comprenait que l'offensive viking visait rien de moins que la conquête totale du Wessex. Il savait que sa seule option était de se battre et de remporter une victoire totale. Le déroulement réel de la bataille reste obscur pour les historiens, mais il est certain qu'Alfred et ses hommes ont su se montrer à la hauteur. Les Saxons de l'Ouest pourraient avoir été plus nombreux que l'armée de Guthrum, les forces vikings paraissant moins importantes qu'avant. Après la victoire décisive des Saxons de l'Ouest à Edington, l'armée viking s'est retirée de Chippenham. L'année suivante, ils sont revenus en Est-Anglie, s'y sont installés et ont partagé les terres. Cela a marqué l'étape finale de l'établissement du Danelaw, les territoires d'Angleterre gouvernés par les Vikings. Les Danois, ne se contentant plus du tribut local, ont cherché à imposer leur domination politique. La soumission totale de l'Angleterre s'est révélée impossible, alors ils se sont contentés de consolider leur emprise sur les régions orientales et septentrionales. Les structures politiques danoises ont laissé une influence durable mais subtile dans ces régions. Pendant ce temps, la victoire d'Alfred à Edington marqua le début d'une période de répit pour le royaume de Wessex, qui allait durer tout au long des années 880. Alfred profita pleinement de cette situation. Il reconnut que son royaume n'avait pas été préparé aux ravages des Danois. Aussitôt, il mit en place des programmes de réformes militaires, culturelles et civiles qui transformèrent et renforcèrent le Wessex. Cette période montra qu'Alfred était un commandant compétent et un souverain sage et créatif. Ces innovations allaient non seulement fortifier son peuple contre de futures agressions vikings, mais aussi élever la vie intellectuelle et spirituelle des Saxons de l'Ouest. Le 24 novembre 885, une armée viking dirigée par un chef danois nommé Sigefrid arriva devant les murs de Paris. Les Danois ne prévoyaient donc pas une forte résistance des Carolingiens et pensaient obtenir une reddition rapide. Le lendemain, Sigefrid rencontra Joscelin, l'évêque de Paris. Sigefrid exigea que ces Vikings puissent remonter le fleuve afin de piller la campagne française. En échange, Sigefrid jura de laisser Paris indemne. Pensez aux horreurs que votre peuple endurera, dit Sigefrid, si vous refusez de vous plier à mes conditions. Le chef viking fut stupéfait lorsque cet homme d'église refusa catégoriquement ses exigences. « J'ai été chargé de la défense de cette ville par le roi Charles, dit l'évêque, et je ne trahirai pas sa confiance. » Ce Charles auquel Joscelin faisait référence était Charles le Gros. Charles avait mal protégé la France contre les Vikings, rendant l'enjeu encore plus crucial pour Paris. Les citoyens savaient bien qu'ils ne pouvaient attendre que peu de soutien de leur empereur. Quel traitement mériteriez-vous ? L'évêque demanda à Sigefroid. Si vous étiez chargé d'une ville et que vous laissiez passer un ennemi sans l'inquiéter, quel traitement mériteriez-vous ? Sigefroid répondit « Je mériterais qu'on me coupe la tête et qu'on la jette aux chiens. Néanmoins, si vous ne cédez pas à ma demande, je dois vous dire que demain, nos machines de guerre vous détruiront avec des flèches empoisonnées. Vous serez la proie de la famine et de la peste, et ces fléaux se renouvelleront chaque année. » Sigefrid avait espéré effrayer facilement Joscelin pour qu'il obéisse. Il fut déçu. Anticipant de futures attaques vikings, l'évêque avait passé des années à renforcer les défenses de Paris. À une époque de corruption et de lâcheté chez les autorités carolingiennes, Joscelin, évêque, défendait activement son peuple et sa ville. Paris se trouvait sur l'île de la Cité, une île longue et étroite sur la Seine. De solides murailles protégeaient en l'île, la rendant difficile à attaquer pour les Vikings. Le grand pont reliait la ville à la rive nord, protégée par une tour en pierre inachevée. Un autre pont plus petit, le Petit Pont, reliait la ville à la rive sud, avec une tour en bois servant de défense. Ces deux ponts contrôlaient totalement le trafic sur le fleuve. Pour poursuivre leur expédition de pillage, les Vikings devraient surmonter ces fortifications. L'évêque n'était pas le seul chef résolu à Paris. Le comte Eudes, fils de Robert le Fort,
dirigeait les opérations militaires contre les Danois. Eudes représentait la génération robuste de nobles francs qui prenaient vraiment la relève pour combler le vide de leadership laissé par les rois carolingiens défaillants. La garnison d'Eudes ne comptait pas plus de 200 soldats, mais tout comme l'évêque, Eudes était déterminé. Un leadership courageux peut tout changer face à des chances impossibles. Des mangonneaux et des balistes équipant les murs de Paris, donnant aux défenseurs une chance de lutter contre les engins de siège des Danois. Nous ne connaissons pas la taille exacte de l'armée de Sigefroi, mais les chroniqueurs chrétiens se souviennent qu'elle était immense. Les historiens d'aujourd'hui estiment que les navires danois étaient au nombre d'environ 300 et que leur armée était probablement composée de milliers, voire de dizaines de milliers d'hommes. À l'aube, Sigefroi lança son assaut. Le chroniqueur Abbo Saint-Germain raconte « La ville résonnait de clameurs. Le peuple était en émoi, les ponts tremblaient. Tous se rassemblèrent pour défendre la tour. Là, Eudes, son frère Robert et le comte Ragnar se distinguèrent par leur bravoure. Inspirés par leur chef, les chrétiens combattirent ardemment. L'évêque lui-même planta un crucifix sur les murs de la ville et utilisa personnellement un arc pour lancer des flèches sur les troupes ennemies. Pour Joscelin, les circonstances désespérées l'emportèrent sur son vœu sacerdotal de ne pas verser de sang. À la nuit tombée, les Danois se replièrent, emportant leurs morts dans l'obscurité. Eudes et l'évêque supervisèrent les réparations de la tour endommagée. Les Francs ajoutèrent un étage supplémentaire, et lorsque les Danois se réveillèrent, ils découvrirent que la tour était encore plus haute que la veille. Les Vikings essayèrent alors de miner la tour. Les Francs ripostèrent en versant du goudron bouillant et de l'huile sur eux. Les hurlements des mineurs danois résonnaient horriblement, certains d'entre eux s'arrachant la peau du crâne alors qu'ils brûlaient vifs. Depuis les remparts, les chrétiens acclamèrent. Vaincus, les Danois se replièrent envers leur camp, où ils furent alors assaillis par les railleries et les moqueries de leurs femmes et concubines. Siegfried était furieux et déterminé à venger cette humiliation. Les Danois renoncèrent à une victoire rapide, furieux. Excités par la ténacité des Francs, ils s'engagèrent dans un long siège. En janvier, Siegfried lança une attaque sur 3 fronts. Une division viking attaqua une tour sur la rive nord, tandis que d'autres assaillaient la ville depuis leurs navires. Les Danois tentèrent sans couleur de combler les douves avec des rondins, de la paille et même des cadavres d'animaux et des prisonniers. Pendant 3 jours, les Vikings peinèrent à mettre leur tour de siège en position, mais les Francs firent une sortie depuis la ville et réussirent à brûler 2 machines danoises. Quelques Vikings réussirent à pénétrer dans Paris, mais ils furent massacrés par les habitants. Après une nouvelle défaite humiliante, les assaillants profitèrent de la météo. En février, la crue de la Seine a détruit le petit pont. Pendant la nuit, l'évêque Joscelin envoya un groupe de Francs occuper la tour en bois afin que le pont puisse être réparé. Mais Sigefroi remarqua cette manœuvre et attaqua rapidement la tour. Depuis les remparts de Paris, les Francs ne pouvaient qu'observer impuissants tandis que leurs courageux camarades étaient massacrés sur la rive sud. Les Vikings jetèrent les corps dans la rivière et brûlèrent dans la tour en bois jusqu'à ce qu'elle devienne cendre. Siegfried pouvait enfin réaliser son objectif et déplacer son armée au-delà de Paris pour piller la campagne française. Mais le fier viking ne comptait pas laisser les Parisiens s'en sortir aussi facilement. Avec une partie de ses troupes, il maintint le siège tandis que le reste de ses hommes pillaient Chartres à l'ouest et Évreux au sud. Au printemps 886, la maladie et la faim frappaient encore les défenseurs de Paris. Les cimetières ne pouvaient plus contenir leurs morts. Les Francs subirent un terrible coup lorsque leur bien-aimé évêque Joscelin tomba malade et mourut le 16 avril. Avec quelques fidèles, le comte Odon entreprit une mission secrète pour supplier l'empereur de venir à Paris avec son armée. Charles répondit par des réponses évasives. Déçu, Odon retourna immédiatement rejoindre les Parisiens assiégés. Abbon décrit ce qui s'est passé lorsque Odon est revenu de cette mission désespérée. Un jour, Odon surgit en grande pompe parmi 3 groupes de guerriers.
Le soleil faisait briller son armure et le salua avant d'illuminer la campagne alentour. Les Parisiens virent leur chef adoré au loin. Mais l'ennemi, espérant l'empêcher d'entrer dans la tour, traversa la Seine et prit position sur la rive. Néanmoins, Eudes, son cheval au galop, dépassa les Normands et atteignit la tour, dont les portes lui furent ouvertes. Finalement, en octobre, l'archevêque de Reims avertit l'empereur que s'il perdait Paris, il perdrait son royaume. Enfin, Charles leva une armée et marcha. Mais lorsqu'il arriva à Paris, à la grande consternation des défenseurs, l'empereur ouvrit simplement des négociations avec les assiégeants. Incroyablement, Charles accorda aux Vikings exactement ce qu'ils voulaient à l'origine, la permission de passer devant Paris et de ravager les Bourguignons. Le comte de Bourgogne, déloyal envers le régime carolingien, fut puni par Charles qui utilisa la violence des Vikings. Les défenseurs de Paris étaient écœurés. Ils refusèrent d'honorer les termes de Charles le Gros. À ce moment-là, le petit pont avait été réparé et les Parisiens empêchèrent les navires danois d'avancer. Les Vikings durent traîner leurs navires par voie de terre et les remettre à l'eau en amont de Paris. Comme ultime démonstration de sa faiblesse, Charles paya aux Danois la somme considérable de 700 livres d'argent en échange de la paix. L'issue du siège de Paris détruisit le peu de crédibilité qui restait encore à Charles le Gros. Lors d'un conseil à Francfort, les Francsons de l'Est déposèrent à Charles et élurent à son neveu Arnulf à sa place. Abandonné même par ses proches fidèles, Charles se retira dans un domaine privé de la Forêt-Noire, où il mourut en janvier 888. La rumeur disait qu'Arnulf avait ordonné l'étranglement de son oncle. Finalement, l'empire de Charlemagne s'effondra totalement. Tandis que les Francs de l'Est soutenant Arnulf, la Bourgogne, l'Italie et la Provence choisissaient leur propre chef. Pendant ce temps, les Francs de l'Ouest couronnèrent comme roi Eudes, le héros de Paris. Avec Eudes, les Vikings faisaient en face à un tout autre adversaire. Dans les années à venir, Eudes et Arnulf allaient profondément changer la trajectoire de l'ère viking en France. Mais nous laisserons cela pour une prochaine vidéo. Une fois que les Vikings se sont installés sur la Loire en France, ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'ils ne s'avancent plus notamment plus au sud. Pour explorer les riches possessions musulmanes de la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal actuel, les richesses de Cordoue étaient une perspective très tentante. Au IXe siècle, l'émirat omeyyade de Cordoue était le bastion le plus occidental de la civilisation musulmane. La majeure partie de la péninsule ibérique était sous domination musulmane. La domination chrétienne ne subsistait que dans les montagnes escarpées des Cantabres, au nord-ouest. Cordoue, avec une population d'environ 20 000 habitants, était de loin la plus grande et la plus riche ville d'Europe occidentale. Mais l'Espagne musulmane ne serait pas une proie facile. L'émirat avait une armée puissante et bien structurée, avec infanterie et cavalerie légère. Durant cette période, l'armurerie de l'émir produisait 20 000 flèches par mois. L'infanterie comme la cavalerie portait dans des cottes de mailles ou des armures d'écailles, ainsi que des casques en fer que seuls les Vikings les plus riches pouvaient se permettre. Les principaux guerriers de l'émirat étaient les Mamelouks, des soldats esclaves élevés dès l'enfance pour devenir la force d'élite de l'émir. L'armée permanente de Cordoue pouvait réagir plus rapidement à une attaque viking que les levées de la France ou de l'Angleterre. En effet, la péninsule ibérique, dans son ensemble, était prête pour la guerre. Face à la puissance militaire musulmane au sud, le royaume chrétien des Asturies devait maintenir un haut niveau de préparation au combat. Les États chrétiens pauvres mais résolus des montagnes ibériques étaient aussi un défi majeur pour les pillards vikings. À l'est, les géographes musulmans décrivaient les Vikings qu'ils rencontraient en Russie comme les Alrus. En Espagne, on les appelait les Almajus. Le terme n'a pas été créé pour les Vikings, mais pour les Zoroastriens de Perse, pour qui le feu était un symbole principal. Les écrivains arabes ont mal interprété la crémation dans les rites funéraires vikings comme un culte du feu. Leur religion est celle des mages, écrivit le chroniqueur Al-Watwat, et ils brûlèrent leurs morts avec le feu. Le géographe Ibn Sayyed a proposé sa propre interprétation du culte du feu chez les peuples du Nord.
Rien ne leur paraît plus important que le feu, car le froid dans leur terre est intense. L'histoire retient l'année 844 comme celle de la première attaque viking sur la péninsule ibérique. Depuis la Loire, une bande de Vikings a navigué vers le sud jusqu'à la Gironde. Charles le Chauve, le roi de Francie occidentale, était distrait par un différend avec Pépin d'Aquitaine. Et ainsi, les Vikings ont réussi à remonter la Garonne jusqu'à Toulouse. Ils ont ensuite pillé la côte de Galice et des Asturies. Lorsqu'ils ont attaqué la Corona, ils ont rencontré une forte armée chrétienne dirigée par le roi Ramiro. Les troupes de Ramiro Ier ont combattu avec cohésion et efficacité. Les balistes galiciennes, d'énormes arbalètes, ont infligé de lourdes pertes aux Vikings. Les chrétiens ont saisi 70 dracars nordiques que Ramiro a fait brûler sur la plage. Les Nordiques ont poursuivi plus au sud, longeant la côte du Portugal alors sous l'émirat omeyyade de Cordoue. Les Vikings ont débarqué près de Lisbonne en août. Les chroniqueurs arabes estiment leur flotte à 100 navires, mais elle devait en fait être presque 2 fois plus grande lorsqu'elle a quitté la Loire. Pendant 13 jours, les Vikings ont pillé les terres autour de Lisbonne. Le gouverneur omeyyade de Lisbonne a envoyé des messagers à Cordoue pour alerter. L'émir Abd al-Rahman II a mis les gouverneurs des districts côtiers en alerte. Pendant ce temps, les Vikings ont mis à sac Cadix et la forteresse de Médina Sidonia. Ensuite, ils ont remonté le fleuve Guadalquivir jusqu'aux districts les plus riches de l'émir. Cordoue elle-même se trouvait sur leur chemin. Le 29 septembre, les Vikings ont installé une base sur Islamnur, île du Guadalquivir. À partir de là, ils ont commencé à ravager systématiquement la région. Le 1er octobre, la flotte a parcouru 15 miles de plus sur le fleuve jusqu'à Séville. Pour ces Vikings, Séville devait être un spectacle des plus alléchants. À part Cordoue, Séville était la plus grande et la plus riche ville de la péninsule ibérique. C'était bien plus que ce que les hommes du Nord pouvaient retrouver en Angleterre ou en France, où les villes étaient pauvres et petites. Depuis le déclin de l'Empire romain et l'établissement du contrôle arabe sur la mer Méditerranée, Séville, au contraire, a bénéficié des vastes réseaux commerciaux assurés par les grandes conquêtes musulmanes. En approchant de cette ville magnifique, les Vikings devaient être surexcités à l'idée du butin derrière ses murs. Lorsque les habitants de la ville virent les Vikings débarquer sur la rive, ils sortirent pour les défier. C'était courageux, mais finalement insensé. Les Vikings, guerriers aguerris, ont semé la panique parmi les habitants qui se sont dispersés. Dans la tourmente, les Vikings ont envahi la ville et pillé sans entrave pendant 1 semaine. Beaucoup d'habitants ont été tués ou faits prisonniers, bien qu'un grand nombre d'entre eux se soient enfuis dans les montagnes. Après avoir pillé Séville, les Vikings rentrèrent à leur camp d'Islaminur avec du butin et des prisonniers. Ils envoyèrent ensuite des groupes de pillards dans toute la région. Quelques jours plus tard, ils retournèrent à Séville, espérant capturer les habitants qui revenaient. Mais la ville était encore en grande partie déserte. Un petit groupe s'est réfugié dans une mosquée où les Vikings les ont massacrés. L'audace même de l'attaque contre Séville a pris Cordoue omeyyade au dépourvu. Mais l'émir a finalement lancé une riposte militaire. Grâce aux catapultes, l'armée cordouane a expulsé les Vikings de Séville. Les Omeyyades ont commencé à tendre des embuscades aux pillards vikings. Les hommes de l'émir ont saisi de nombreux navires nordiques, tuant tous les pillards. Au fil des semaines, les Omeyyades ont accru la pression sur les Vikings, rendant leur position de plus en plus intenable. Début novembre, les musulmans ont tendu une embuscade à la majorité des Vikings près de Séville, tuant de nombreux hommes, dont leur chef. Pour célébrer cela, l'émir a envoyé les têtes coupées du commandant viking et d'environ 200 de ses hommes à l'émir berbère de Tanger. Les Vikings survivants étaient désormais piégés sur leur base insulaire. Ils ont négocié avec les Omeyyades, libérant leurs prisonniers pour quitter l'Espagne. Le reste de la flotte nordique passa devant Lisbonne alors qu'ils retournaient vers la Loire. L'historien John Haywood estime que moins d'un quart de l'expédition initiale est rentré chez elle. De leur affrontement avec les Asturiens à leur audacieux sac de Séville. La première attaque viking contre l'Ibérie s'est révélée être une aventure mortelle, marquée par l'esprit d'aventure téméraire qui caractérise l'époque viking. Après cet épisode bouleversant, l'émir renforça ses défenses.
Des postes de guet furent installés sur la côte atlantique et une armurerie créée à Séville. L'émir forma aussi une flotte pour patrouiller sa côte. Les navires de guerre musulmans étaient de grandes galères rapides, embarquant 50 à 100 marins et guerriers. L'émir équipa ses navires de catapultes pour contrer de futures expéditions vikings. Mais l'attaque viking la plus célèbre contre l'Ibérie fut menée par deux des chefs vikings les plus renommés de l'histoire, Björn Côte de Fer et Hasting. Plus tard, la légende fit de Björn le fils de Ragnar Lodbrok, une figure semi-mythique des sagas nordiques. Enfant, la mère de Björn lui aurait transmis magie et invulnérabilité, lui valant le surnom de Côte de Fer. Hasting était l'un des chefs vikings les plus voyageurs du IXe siècle, terminant sa carrière comme le dernier grand adversaire d'Alfred le Grand en Angleterre. En 859, Hasting et Björn partirent d'une base sur la Loire avec une flotte d'environ 62 navires à destination des côtes ibériques. Ils attaquèrent d'abord la Galice et les Asturies, mais la résistance chrétienne fut trop forte. Ils se dirigèrent donc vers la côte ouest de l'émir, où ils trouvèrent d'abord des cibles plus faciles à piller. Mais la flotte de l'émir réagit vite, capturant 2 navires vikings déjà remplis de butin et de prisonniers. Pourchassés par les navires musulmans, Björn et Hastin remontèrent le Guadalquivir, peut-être pour attaquer Séville. Les navires de l'émir attaquèrent avec des armes incendiaires, brûlant plusieurs navires vikings qui s'échappèrent de justesse. La tactique habituelle des vikings était d'éviter une résistance forte et de chercher une cible plus facile, et Björn et Hastin firent exactement cela. Ils allèrent en Taha al-Asiris, près de Gibraltar, et lancèrent une attaque surprise qui submergea totalement les habitants. Les vikings ont pillé la ville et brûlé la mosquée principale. Espérant trouver plus de butin, Björn et Hastin traversèrent alors le détroit de Gibraltar et entrèrent en Méditerranée. Ils frappèrent de bon la côte africaine, attaquant Nakor. Ils mirent rapidement en déroute les troupes locales, puis pillèrent Abercrombie librement pendant une semaine. Ils capturèrent le harem d'un émir local, qui fut ensuite racheté par l'émir de Cordoue lui-même. Depuis l'Afrique, les Vikings revinrent vers l'Espagne musulmane, pillant la côte de Murcie et les îles Baléares. De là, ils repartirent piller certaines régions de la France avant d'établir un camp d'hiver sur une île de Camargue, un grand delta du Rhône. Au printemps, Hastin et Björn remontèrent le Rhône sur environ 160 km, pillant Nîmes, Arles et Valence sur leur passage. Mais les Francs les vainquirent lors d'une bataille, alors ils décidèrent de repartir en haute mer. Selon la légende, pendant cette période, Hastin et Björn ont mis Rome à sac. Mais ceci est un mythe et, en réalité, cela ne s'est pas produit historiquement. À la place, dans Negier et les ils ont longé la côte toscane, pillant sur leur passage. En 861, ils ont traversé Gibraltar, voulant rentrer chez eux. Ils ne savaient pas que l'émir de Cordoue leur avait préparé une embuscade. Dans le passage étroit du détroit, la flotte de l'émir les attendait, attaquant les Vikings alors qu'ils traversaient. Une bataille désespérée suivit, où les musulmans l'emportèrent. La flotte viking fut détruite. Sur les 60 navires d'origine de Hastin et Björn, seuls 20 ont réussi à s'échapper. Toujours intrépides, Björn et Hastin poursuivirent leur raid avec le reste de leur flotte. Juste avant de quitter les eaux espagnoles, ils attaquèrent le minuscule royaume chrétien de Navarre, pillant la ville de Pampelune. Incroyablement, ils réussirent à capturer le roi Garcia Ier. Pour sa rançon, les Vikings récoltèrent la somme incroyable de 70 000 dinars d'or. Ainsi, malgré le désastre final de leur expédition, les survivants de la bande de Björn et Hastin revinrent sur la Loire en 862, très riches en effet. C'est l'un de ces coups du sort qui semblait caractériser l'histoire des Vikings. Le caractère audacieux de l'expédition de Björn et Hastin leur valut une renommée qui perdure encore aujourd'hui. Mais le prix fut élevé. Moins d'un tiers de la force initiale survécut au retour. Les futurs chefs vikings en tinrent compte. Ils continuèrent à piller l'Espagne, mais à l'avenir, ils évitèrent la Méditerranée. Les forces navales locales pouvaient aisément tendre une embuscade à une flotte viking tentant de franchir les détroits de Gibraltar. Après cette opération, Hastin et Björn prirent des chemins séparés.
Björn retourna au Danemark pour conquérir le trône grâce à sa richesse, mais il perdit tout dans un naufrage et mourut en Phrygie. La sagesse est la plus haute vertu, et elle contient en elle 4 autres vertus. La première est ça, la prudence, la deuxième, la modération, la troisième, le courage, et la quatrième, la justice. La sagesse rend ceux qui l'aiment sages et honorables, tempérés, patients et justes, et elle remplit celui qui l'aime de toutes les bonnes qualités. Ceci provient de la traduction d'Alfred le Grand de la Consolation de la philosophie de Boès. Les années 880 furent très actifs pour Alfred, mais aussi propices à la réflexion et à l'étude. Le roi passa cette période à renforcer les défenses militaires de son royaume, ainsi qu'à lire et à traduire les œuvres de penseurs comme Boès. Alfred cherchait à inculquer la sagesse non seulement en lui-même, mais aussi chez ses sujets. Il savait que son peuple devait être fort, physiquement, mentalement et spirituellement. Alfred en a aussi profité pour resserrer les liens avec la Mercie, un voisin avec lequel la couronne de Wessex entretenait déjà des relations étroites. Alfred, marié à la mercienne Elswith, avait accueilli de nombreux membres de sa famille et des clercs venus de sa région. Les historiens notent que dans les années 880 et 890, la cour d'Alfred comptait de nombreux Merciens. C'est à cette époque qu'Athelred, seigneur des Merciens, devint un habitué de la cour du Wessex, rejoignant le roi lors de nombreuses campagnes militaires. Les deux souverains apprirent à bien se connaître, aussi bien sur le champ de bataille qu'en salle du conseil. Alfred maria sa fille aînée, Athelflide, au jeune seigneur courageux de Mercie. Lorsque Athelflide partit pour la Mercie en 886 pour commencer sa vie de femme mariée. Elle connaissait déjà bien son mari, Athelred, et était convaincue qu'une unité d'objectifs existait entre lui et son père. Athelflide et son frère Édouard poursuivraient la dynastie d'Alfred. Enfants, ils ont grandi dans les riches traditions littéraires anglo-saxonnes. La poésie héroïque qui passionnait Alfred enfant aurait aussi marqué Athelflide et Édouard. Cela leur a transmis le sens de la majesté de leur lignée royale. L'évêque Acer nous parle de l'ascendance légendaire d'Alfred, qui incluait même d'anciens dieux germaniques et scandinaves comme Odin. Les enfants plus jeunes d'Alfred et d'autres jeunes anglo-saxons allaient bénéficier d'une éducation encore plus poussée grâce à la création de l'école royale d'Alfred. Ici, des érudits enseignant des textes latins classiques pour instruire les jeunes anglo-saxons avec sagesse. Malgré ces activités éclairées, les domaines saxons restaient entourmentés par la violence. Après 878, les raids vikings restaient un problème pour le royaume d'Alfred, mais surtout à petite échelle. Guthrum, le roi danois de l'Est-Anglie, était resté un voisin tranquille depuis sa défaite à Edington, se contentant de respecter son traité avec Alfred. Mais en 890, Guthrum mourut, et cela ouvrit la voie à d'autres aventuriers plus ambitieux. Actifs sur le continent depuis 879, les Vikings furent lourdement vaincus à la bataille de la rivière Dial en 891. Une famine l'année suivante les poussa à retourner sur la côte de Flandre. De là, ils attaquèrent l'Angleterre, débarquant sur la côte et tentant de pénétrer une zone peu défendue et densément boisée connue sous le nom de la Grande Forêt. La chronique anglo-saxonne raconte cette attaque de 892. Cette année-là, la grande armée viking remonta l'estuaire du Liman avec 250 navires. Cet estuaire est situé à l'est du Kent, à l'extrémité de la Grande Forêt. La forêt s'étend sur plus de 120 miles de long et 30 miles de large d'est en ouest. La rivière sort de cette forêt. Ils ont remonté la rivière avec leurs navires jusqu'à la forêt, à 4 miles de l'estuaire. Et là, ils ont attaqué une fortification située dans le marais. Quelques roturiers étaient présents à l'intérieur, et elle n'était qu'à moitié construite. Peu après, Astin remonta la Tamise avec 80 navires et bâtit une forteresse à Milton, tandis que l'autre armée viking en construisit une à Appledore. Ce passage met en lumière l'ingéniosité de la stratégie viking. 2 forces navales distinctes ont pénétré le royaume par la rivière à un endroit reculé et densément boisé, surmontant une faible résistance locale et établissant 2 bases séparées.
L'armée, comme l'a noté le chroniqueur, était sous la direction de Hastin, un aventurier norrois charismatique qui allait remplacer Guthrum comme principal adversaire du roi Alfred. Le passé de Hastin a tout ce qu'il faut pour devenir une légende viking. Il avait déjà mené des raids en Espagne, en Afrique du Nord et tenté d'attaquer Rome. Maintenant, il avait Wessex dans sa ligne de mire. La chronique relate comment Alfred a fait face à cette attaque. Et puis le roi Alfred rassembla son armée et avança de sorte qu'il campa entre les deux armées vikings, à un endroit où il avait le meilleur accès, à la fois à la forteresse forestière d'Apeldoorn et à la forteresse fluviale de Milton, afin qu'il puisse atteindre l'une ou l'autre, s'il choisissait de se diriger vers une zone dégagée. Ensuite, les Vikings partirent à leur poursuite à travers la forêt, en petits groupes et en compagnies montées, le long de tous côtés, non défendus par l'armée anglaise. Et ils étaient également poursuivis par d'autres troupes presque chaque jour, de jour comme de nuit, à la fois par l'armée anglaise et aussi par les bourgs. L'intention d'Alfred était d'empêcher les Danois de piller librement dans tout son royaume ou de sortir de leur forteresse. Il a envoyé ses propres groupes de raids pour harceler les deux armées vikings et intercepter leurs communications. Nous pouvons maintenant voir les avantages du système de fortification d'Alfred. Aucune des armées danoises ne pouvait se déplacer comme elles le souhaitaient. Où qu'ils aillent, ils rencontraient de fortes forces locales et des villes bien défendues. Le butin facile était difficile à trouver. Après quelques mois, Alfred entama des négociations avec Hastin. Accompagné de Lord Athelred, le roi rencontra le chef viking et les deux parties trouvèrent un accord. Hastin promit de quitter le royaume et donna des otages, dont ses deux fils. Les deux furent baptisés avec Alfred et Athelred comme parrains. La chronique nous dit même qu'Alfred a payé aux Vikings, je cite, une bonne somme d'argent. Il paraît incroyable que le vainqueur d'Eddington reprenne la pratique honnie de payer le Danegeld. Pourtant, c'est bien ce qui semble avoir eu lieu. En évaluant ce moment dans la carrière d'Alfred, il faut considérer la situation dangereuse qu'il affrontait. Sa victoire à Eddington avait été une affaire de justesse, et en effet dont il avait failli perdre son royaume. Maintenant, pour la première fois depuis des années, deux puissantes forces vikings étaient à sa porte. Alfred était sûrement nerveux à l'idée d'une nouvelle crise existentielle pour le Wessex. Peut-être a-t-il décidé d'essayer une solution facile et de voir s'il pouvait convertir Hastin à autre chose. Après 878, le règne de Guthrum en Est-Anglie stabilisa largement le Wessex. En baptisant le fils de Guthrum, le roi espérait sans doute recréer une situation aussi favorable. Comme il s'est avéré, Alfred allait être déçu. Hastin a traversé la Tamise, s'est installé avec son armée à Benfleet dans l'Essex et a immédiatement repris le pillage des terres d'Alfred. À Pax 893, la grande armée viking d'Apeldoorn embarqua pour rejoindre Hastin dans l'Essex. Alfred se préparait à partir contre l'ennemi lorsque la pire nouvelle possible arriva. Dans les semaines qui suivirent Pâques, une troisième armée viking composée de Danois de Northumbrie et d'Est-Anglie débarqua à Exeter. Alfred alla à la rencontre de l'invasion, tandis que son fils Édouard affronta les Vikings d'Apeldoorn. Bien qu'il n'ait eu qu'environ 20 ans, Édouard était censé diriger les troupes sur le terrain. La chronique de l'Elderman Athelward raconte la bataille qui s'ensuivit. Et après Pâques de cette année-là, l'armée viking, qui était arrivée des régions gauloises, leva le camp. Et en suivant les cachettes d'une certaine vaste forêt, communément appelée la Grande Forêt, ils atteignirent à l'ouest de l'Angleterre et dévastèrent les provinces environnantes. Ces événements furent signalés au prince Édouard, fils du roi Alfred. Il menait une campagne dans tout le sud de l'Angleterre, mais par la suite, il fut rejoint par les Anglais de l'Ouest. L'affrontement eut lieu à Farnham, la foule danse hurlant des menaces. Les jeunes hommes attaquèrent aussitôt avec des armes et furent libérés à l'arrivée du prince. Le chef viking fut blessé et les Saxons repoussèrent les foules immondes de ses partisans de l'autre côté de la Tamise vers le nord. Ainsi, le jeune Édouard remporta sa première bataille. Les Saxons prirent un grand butin et les Vikings fuirent vers l'île de Torny. Ici, Édouard assiégea l'ennemi dans leur campement. Cependant, Édouard rencontra un problème sérieux. Les levées qu'il commandait manquèrent de vivres et leur service touchait à sa fin. Ils râlèrent à l'idée d'un long siège. Beaucoup de ces hommes devaient retourner à leurs affectations de garnison dans différents bourgs.
La situation fut sauvée par l'arrivée de Lord Athelred avec une armée mercienne venant de Londres. Édouard et Athelred ont entamé des négociations, et les Vikings ont accepté de quitter la région. Athelred montra alors davantage ses capacités, menant une force combinée de Merciens et de Saxons de l'Ouest. Il surprit Hastin à sa base de Benfleet. La chronique fournit un récit mémorable de cette bataille. Les Anglais arrivèrent, mirent l'armée viking en fuite, prirent la fortification et s'emparèrent de tout à l'intérieur. Ils prirent tout ce qu'il y avait, y compris les femmes et les enfants. Ils ramenèrent tôt tard un tout à Londres, puis ils détruisirent Mondul brûlèrent ce qu'ils ne pouvaient pas emporter. Tous les navires, ainsi que les 2 fils et la femme de Hastin, furent amenés au roi. La forteresse de Hastin fut détruite à Benfleet, mais il s'échappa avec la plupart de ses hommes. Le plus grand talent du Norrois faisait de lui une épine persistante pour les anglo-saxons. Hastin établit un nouveau camp fortifié à Shoebury. Il traversa rapidement l'Angleterre jusqu'aux frontières galloises et établit un camp à Buddington, dans les collines. Cette traversée remarquable en territoire hostile montre la mobilité et l'efficacité des Vikings, qui évitèrent de se faire repérer par les garnisons saxonnes. De plus, cela plaçait Hastin près de l'armée viking northumbrienne et est-anglienne qui affrontait Alfred à Exeter. Mais alors qu'Hastin pillait le pays de Galles, les envahisseurs northumbriens et est-angliens abandonnèrent soudainement leur position et rentrèrent chez eux. Les opérations d'Alfred avaient été efficaces. Les Vikings se rendirent simplement compte qu'ils ne pourraient pas progresser avec l'armée royale sur le terrain. Cette évolution a allégé la pression sur les anglo-saxons. Désormais, Lord Athelred organisa une attaque décisive contre Hastin. Il fut rejoint par 2 importants ealdormen ouest-saxons, Athel de Somerset et Athelum de Wiltshire, ainsi que par d'importants contingents gallois. La Mercie et le pays de Galles, souvent en désaccord, s'étaient unis par crainte des Vikings dans une alliance solide. Pendant des semaines, la coalition anglo-galloise assiégea les Vikings de Hastin à Buddington. Ne pouvant envoyer de ravitaillement, les Danois moururent sans vite de faim et durent froid et manger leurs chevaux. Hastin décida de tenter une percée à travers la rivière. Cela entraîna une bataille sanglante. Les 2 camps subirent de lourdes pertes, surtout les Danois. Finalement, les Anglo-Saxons et leurs alliés gallois furent victorieux. Comme à son habitude, Hastin et beaucoup de ses hommes réussirent à s'échapper, mais ce fut la fin de la carrière légendaire du chef viking. Ses forces se replièrent en Est-Anglie et, à partir de là, Hastin disparaît de l'histoire. Son destin est incertain, mais il a peut-être simplement pris sa retraite. À ce moment, il avait sans doute la 50aine et était devenu riche après une vie à piller en France et en Méditerranée. Ainsi, à la fin de l'année 893, Alfred le Grand et ses alliés avaient vaincu un adversaire redoutable, mais non sans des mois de combats acharnés. Cela démontrait l'efficacité des réformes militaires d'Alfred. Les Saxons n'avaient pas réussi à empêcher les Vikings de pénétrer sur leur territoire, mais le système de forteresse d'Alfred avait sérieusement entravé les déplacements des Vikings et réduit considérablement les occasions de pillage. Les villageois se réfugiaient dans les bourgs fortifiés, tandis que les levées locales harcelaient efficacement les pillards danois. Loin des expéditions lucratives du passé, les Vikings trouvèrent cette guerre éprouvante, ne récoltant guère plus que des blessures de guerre pour tous leurs efforts. À ce stade, Alfred, devenu âgé, jouait un rôle moins actif dans les campagnes militaires. Athelred de Mercie, son gendre, joua un rôle clé lors des combats les plus durs, et le fils du roi, Édouard, se distingua aussi. Les Saxons de l'Ouest ont coopéré sans heurts avec les Merciens et les Gallois, et plusieurs armées chrétiennes se sont déplacées là où elles étaient nécessaires tout au long de la crise. La situation a aussi révélé les limites de l'organisation militaire anglo-saxonne. Le prince Édouard a failli perdre à Farnham lorsque ses troupes, presque en fin de service et à court de provisions, ont menacé de se disperser. On peut également s'interroger sur la tendance persistante à négocier avec les forces vikings. En reconnaissant les faiblesses des armées d'Alfred, nous devons également prendre en compte la remarquable compétence de leurs adversaires. Ces vikings n'étaient pas de simples pillards, mais des unités d'invasion efficaces, rapides et insaisissables. Les Danois continuaient à tirer pleinement parti des voies navigables, échappant souvent aux contre-offensives saxonnes. Hastin était un commandant audacieux qui motivait ses hommes et agaçait sans cesse Alfred et ses alliés.
À la mort du fils de Charlemagne, Louis le Pieux, l'Empire carolingien est tombé en crise. Au milieu du IXe siècle, des conflits civils éclatèrent entre les fils de Louis pour le pouvoir. L'Empire fut finalement scindé en 3 entités distinctes. Les conflits offrirent un terrain fertile aux pillards venus du nord qui pénétrèrent en France par la Seine. Des chefs vikings comme Ragnar et Eskir pillèrent Paris dans les années 840. Askir a ravagé et occupé Rouen en 841. En 851, Rouen est devenu la base, d'où ces pillards se sont dispersés à pied. 2 forces vikings ont attaqué Paris et mis à sac Chartres en 857. Austin, futur adversaire d'Alfred le Grand en Angleterre, a mené un raid sur la Seine en 858. Le gouvernement carolingien était de plus en plus incapable de faire face à ces assauts dévastateurs. Les Nordiques connaissaient en bien la situation dans l'ancien puissant empire de Charlemagne. La perte de légitimité carolingienne fit que les gouverneurs locaux cessèrent de puiser leur autorité du roi et devinrent des seigneurs autonomes. Le peuple se tournait vers les comtes régionaux pour se protéger, qui consolidèrent alors leur base de pouvoir géographique. La violence des Vikings a simplement brisé l'ancien système impérial, et les comtes ont commencé à s'assurer de la loyauté des combattants locaux. Le début de la relation féodale. L'Église carolingienne refusa presque toute coopération, empêchant Charles le Chauve de financer ses troupes avec ses richesses. Appauvris et incapables de lever des armées efficaces, les rois carolingiens furent réduits à publier des décrets impuissants. Le crime était endémique et le monarque publiait des proclamations exhortant les voleurs à se repentir avec amour chrétien et à punir les coupables, autant que s'en souvenaient hantaient les fonctionnaires locaux. À mesure que la situation empirait, les rois demandèrent même aux fonctionnaires royaux de jurer solennellement qu'ils ne se livreraient pas eux-mêmes au vol et au pillage. Pendant ce temps, la violence viking rendait le nord-ouest inhabitable. Les chefs nordiques Astin et Bjorn ont tellement ravagé la péninsule du Cotentin qu'elle est devenue un désert inhabité. Des brumes de la légende nordique, un homme nommé Rollo émerge et commence à jouer un rôle important dans ces événements de la fin du IXe siècle. Dudo, l'un des premiers chroniqueurs des Normands, affirme que Rollo, un Danois, fut expulsé de son pays. Avec d'autres jeunes hommes belliqueux, considérés comme une menace par le roi danois, Rollo prit la mer et commença sa carrière de pillard viking. En Angleterre, il retrouva ses compatriotes danois contrôlant le nord et l'est de l'île. Le Danelaw Rollo forma un lien avec Guthrum, le chef viking qui régnait sur l'Est Anglie. Après sa défaite face à Alfred le Grand à Edington, Guthrum abandonna la vie de pillage. Baptisé, Guthrum prit le nom chrétien d'Athelstan et respecta ses traités avec le roi Alfred. Dudo écrit que Rollo et Guthrum, tous deux d'origine danoise, sont devenus de proches alliés. Aucune région ne produit d'hommes extraordinaires et activement instruisant dans les armes plus que le royaume des Danois, dit Guthrum. Peut-être grâce à Guthrum, Rollo commença-t-il à comprendre le succès qu'il pourrait obtenir, non pas en pillant les chrétiens, mais en formant des alliances avec eux. Le récit de Dudo sur Rollo, bien que captivant, n'est pas incontesté dans nos rares sources concernant ce mystérieux viking. Dans la saga de Snorri sur Harald à la belle chevelure. Rollo est norvégien, non danois, et il est décrit comme étant si grand qu'aucun cheval ne pouvait le porter. C'est pour cela qu'on l'appelle Rollo le Marcheur. Ainsi, le personnage fondateur des Normands, le cavalier d'élite du XIe siècle, est ici présenté comme un homme qui n'a aucune utilité pour les chevaux. Rollo a pillé la France avec autant de férocité que n'importe quel autre chef norrois. Entre 876 et 886, Rollo mena ses vikings devant la ville française de Rouen. Les Francs, qui défendaient Rouen, combattaient en à cheval, mais Rollo était déterminé à neutraliser leur avantage. La ruse qu'il a imaginée pourrait être considérée comme un prélude approprié à la célèbre astuce des Normands. Il fit creuser par ses vikings des fosses entre la Seine et les murs, puis les cacha avec du gazon. Dès le début de la bataille, les vikings feignirent de battre en retraite vers leurs navires. Les Francs se lancèrent à leur poursuite à cheval, et c'est alors qu'ils tombèrent directement dans le piège tendu par les hommes du Nord. Rollon et ses hommes entrèrent alors dans Rouen sans opposition. En 911, le roi Charles le Simple invita Rollon à la table des négociations.
L'historien Robert Fergusson affirme que Charles reconnut officiellement le droit de Rollon à gouverner une vaste région du nord-ouest de la France. Décrite sans détour comme trop souvent dévastée par Astine et par Toi. En retour, Rollon et ses hommes se convertiraient au christianisme et aidèrent Charles à défendre son royaume. Le pacte fut conclu par le mariage de Rollon avec Gisela, fille de Charles. Du dos, il inclut 2 anecdotes qui mettent en avant l'idéal du guerrier viking indépendant et fier. Apparemment, une fois l'accord conclu entre les Carolingiens et les Normands. On dit à Rollon qu'il devait maintenant démontrer sa soumission au roi en embrassant le pied de Charles. Rollon refusa « Je ne plierai jamais le genou devant aucun homme, et je n'embrasserai le pied de personne. » Il ordonna à l'un de ses hommes d'accomplir le geste à sa place. Le Viking s'avança, saisit le pied du roi et le fit basculer en arrière, si bien que Charles tomba à la renverse. Les Norvégiens rirent, tandis que les Francs s'indignèrent. Ce récit semble être une histoire de veillée transmise chez les Normands pour rappeler leur supériorité. Mais cela illustre bien la réalité indéniable que la concession de Charles était, comme l'appelle Robert Fergusson, une concession à la réalité. Dudo relate un autre événement. Lorsqu'un des émissaires de Charles a demandé à un groupe de Vikings sous quel titre leur chef était connu, les Vikings ont répondu « Aucun, puisque nous sommes tous égaux ». Cela met en avant l'ancienne égalité de la bande de guerre viking. Les guerriers étaient égaux les uns aux autres, mais acceptaient de suivre un chef qui faisait preuve de compétence. L'émissaire demanda alors si les Vikings seraient prêts à prêter allégeance à Charles le Simple en échange de terres et de titres. Les hommes du Nord répondirent « Nous ne nous soumettrons ni ne servirons personne et n'accepterons aucune faveur. La faveur qui nous plairait le plus est celle que nous nous accorderons nous-mêmes par la force des armes et dans la rudesse du combat. » Encore une fois, provenant d'une chronique commandée par le petit-fils de Rollon, nous voyons ici illustrer un ancien idéal que les Normands continuaient de valoriser. 2 autres concessions de terre suivirent. En conséquence, le territoire de Rollon correspondait à peu près à la Normandie actuelle. Une charte de 918 relate la concession faite à Rollon et ses compagnons pour défendre le royaume. Il semblait étrange de résoudre le problème du brigandage chronique en confiant un territoire à un pillard. Et pourtant, le traité de Charles avec Rollon semble avoir atteint cet objectif. Robert Fergusson rapproche l'octroi de la Normandie de l'accord entre Alfred le Grand et Guthrum. Dans les 2 cas, un souverain chrétien a voulu neutraliser un ennemi en légitimant son pouvoir et l'intégrant à la communauté chrétienne. À leur manière, tous 2 ont réussi. Une fois Rollon duc de Normandie, les attaques vikings sur la Seine cessèrent. Il y veilla lui-même. Une région instable fut stabilisée et Paris fut sécurisé. En 923, Rollon et ses hommes combattirent avec les Carolingiens lors d'une campagne du roi Charles. Pendant ce temps, selon Dudo, Rollon partagea la terre entre ses partisans. En la mesurant, reconstruisit tout ce qui avait été abandonné et le restaura en le réapprovisionnant. Avec ses guerriers et des peuples étrangers, Rollon prit son rôle d'homme du roi au sérieux et s'efforça de rétablir la loi et l'ordre en Normandie. Nous ne savons pas comment Rollon a organisé son administration, si l'on peut utiliser ce terme à ce stade. Qu'il ait gouverné davantage comme un chef viking ou comme un comte franc, peut-être était-il, selon les endroits, un peu des 2. Il existe cependant des preuves qu'il a surtout gouverné comme un autocrate franc. Il a instauré des lois punissant le vol et la violence de la peine de mort, bien plus sévères qu'aux terres carolingiennes. Cela annonce le destin de la Normandie, qui deviendra la région la mieux organisée de France. Dans un récit, Rollon ordonne de laisser les outils agricoles dans les champs la nuit. La femme d'un paysan a caché les outils de son mari avant de les déclarer volés. Rollon a immédiatement remplacé l'équipement de l'homme, puis a commencé à enquêter sur le vol. Mais quand le duc apprit la vérité, il fit fouetter la femme jusqu'à ce qu'elle avoue. Finalement, le mari admit qu'il avait toujours connu la vérité. Rollon prononça 2 condamnations. La première, que tu es le chef d'une femme et que tu aurais dû la châtier. La seconde, que tu étais complice du vol et que tu ne voulais pas le révéler. L'homme et sa femme furent tous 2 pendus. Dudo affirme que ce résultat dissuada tellement les vols que la Normandie fut exempte de petite criminalité pendant 100 ans. Dudo rapporte aussi que 2 guerriers du roi Charles visitèrent la femme de Rollon, Gisela.
Gisela reçut les deux hommes en privé, puis des rumeurs dirent que Rollon n'avait pas consommé son mariage. Soupçonnant les visiteurs de Gisela responsables des rumeurs, le duc fit exécuter les deux hommes sur la place publique de Rouen. De nos jours, nombreux sont ceux qui doutent de la sincérité de la conversion de Rollon au christianisme, perçu avant tout comme politique. Dire que Rollon était purement cynique en adoptant sa nouvelle foi reviendrait à en faire un nihiliste. Les Vikings modernes étaient impressionnés par le surnaturel. Bien qu'il ait dû exister un fossé entre la conception du divin de Rollon et celle de ses partenaires de franc, ils se voyaient peut-être comme ayant une sorte de double allégeance. Dudo, comme on pouvait s'y attendre, présente Rollon comme entièrement sincère dans sa conversion, mais d'autres chroniqueurs ne sont pas aussi certains. Adhémar de Chabannes, écrivant environ 100 ans après la mort de Rollon, décrit ces derniers jours comme une période de folie religieuse où Rollon le païen affrontait Rollon le chrétien. Voyant sa mort approcher, Rollon fut terrifié par la colère de Thor et Odin. Et il ordonna que 100 captifs chrétiens soient sacrifiés pour apaiser la colère des anciens dieux. Mais le souverain, craignant d'être condamné à l'enfer par le Christ, distribua alors de grandes richesses aux églises de son royaume. Dudo n'aurait jamais rappelé de tels incidents gênants, et il est possible que le récit d'Adamer soit exagéré, soit faux. Mais Robert Fergusson dit que cette histoire donne un rare aperçu des tensions violentes qui pouvaient surgir. Lorsque des hommes dévots changent l'objet de leur dévotion par simple commodité politique. Dans le cas de Rollo, elle semblait être déchirante. Certains partisans de Rollo ont refusé de se convertir ou de retourner à leurs anciennes croyances après le baptême. Nous avons une lettre du Xe siècle écrite par l'archevêque de Rouen à un collègue lui demandant des conseils sur la façon de gérer les convertis païens apostates. Les archéologues autour de la base ont également découvert des sites funéraires vikings du Xe siècle en Normandie. Édouard Gibbon affirme qu'en l'espace de quelques générations, la conversion était authentique. Et les filles des Vikings de Rollon ont oublié Thor et Odin et ont pleinement embrassé la foi dans le Christ. R. Alan Brown dit que le renouveau religieux en Normandie a commencé presque immédiatement et qu'il a été principalement mené par les ducs. Le successeur de Rollon, Guillaume Longue-Épée, a refondé le monastère de Jumièges vers 940 et désirait ardemment y devenir moine lui-même. Richard sans peur, son fils, a restauré l'abbaye de Saint-Ouen à Rouen. La vie monastique était au cœur du renouveau religieux normand. Dès le début, les Normands pouvaient s'identifier à l'idée des moines comme des guerriers spirituels, engagés dans une lutte perpétuelle contre les forces des ténèbres. Par la prière continue, le moine et le chevalier devinrent dans les deux bras de l'État normand. Au XIe siècle, les abbayes de Normandie devinrent les centres les plus puissants du christianisme occidental. À présent, découvrez les descendants chrétiens des Vikings, les Normands invincibles. Découvrez notre documentaire sur la conquête normande de la Sicile. Cliquez sur le lien à l'écran ou dans la description ci-dessous.